Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous sur Akasha Web Radio avec Nico et Pierre Duré pour nos nouvelles capsules. On va entamer cette année 2016 et je pense qu'on est bien parti pour durer toute cette année avec nos capsules vidéo sur l'intégration motrice primordiale et autres sujets variants et annexes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du système du mouvement, le système du mouvement ou myologie des réflexes. Alors comme c'est assez technique, voilà, donc Pierre, sur cette émission, donc je te laisse un petit peu en roue libre. S'il y a des questions qui me viennent, ça viendra. Mais alors, donc tu vas nous en parler donc dès maintenant. Voilà. Bien, donc qui dit réflexe archaïque, c'est le point central de nos discussions, dit mouvement, micro-mouvement. Et donc les mouvements s'appuient, se produisent grâce à trois systèmes qui nous composent. Le système squelettique, bien sûr, avec les os, les articulations. Le système myofacial, donc myologie, donc les muscles, et facial, les fascias. Mhm. Et donc ce système-là est essentiellement composé donc des muscles, des tendons, des ligaments et des fascias qui relient tout ça et qui créent une cohérence dans tout le corps, que ce soit dans, dans l'espace, dans les six directions, au bas, gauche, droite, avant, arrière, mais aussi de la surface, donc de la peau, jusque la profondeur, mais aussi du niveau macroscopique au niveau microscopique, c'est-à-dire du niveau de la globalité du corps jusqu'au Ju- noyau de la cellule. Jusqu'aux cellules, ouais, d'accord. Voilà. Donc là, grâce au fascia, apparaît une dynamique dans le corps qui est très connue en architecture et le mot a été récupéré pour expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau des fascias. C'est le mot tenségrité. Mhm. Et donc c'est une tension qui se répartit partout dans le corps. Et on en parlera dans les émissions prochaines Prochaine, prochaine, de voilà. tout le système, voilà, de tout le système myofacial, parce que les fascias apportent énormément au niveau de la mécanique subtile du corps. Mhm. Et donc on en parlera un peu plus On développera profondément ça dans une prochainement. prochaine émission, d'accord, Oui, entendu. oui. Alors il y a le troisième système qui est le fondement même du mouvement, c'est le système nerveux. C'est grâce à lui que les muscles vont recevoir les influx pour pouvoir se contracter ou se détendre et produire un effet de levier sur notamment le squelette. Alors, le système nerveux comprend deux grands aspects. Le système nerveux central, qui reprend donc le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière, qui est capitale dans le déclenchement des réflexes. Et Mhm. puis, il y a le système nerveux périphérique avec les 12 paires de nerfs crâniens, les nerfs rachidiens, les ganglions spinaux, les récepteurs sensoriels qui se situent partout sur le corps. Euh, voilà. Et donc, comment ça se passe un petit peu? Eh bien, au niveau de l'arc réflexe, je pense qu'on en a déjà parlé d'ailleurs, Mhm, oui. il y a la stimulation, le stimulus, qui va être reçu par le récepteur sensible. Et donc, ce récepteur va transmettre à travers ce qu'on appelle la voie nerveuse afférente. Il va transmettre cette information reçue vers le système nerveux central. En l'occurrence ici essentiellement la moelle épinière. D'accord. À partir de là, il va y avoir un message de retour, ce qu'on appelle le message efférent, qui sera véhiculé par la voie nerveuse efférente, donc qui va produire un effet vers
l'organe effecteur, donc par exemple le muscle. Et le muscle donc va enclencher une réaction, et donc nous avons alors à ce moment-là la réaction réflexe. Tu as, Donc ça tu- voilà. voilà le circuit qui a lieu. Tu as un Euh, exemple, par exemple, de ce stimuli là? Très simple, tu mets le doigt sur une flamme de bougie, D'accord. tu retires très vite la main. Voilà, pour que ce soit plus parlant, voilà, pour les personnes, parce que vu Voilà, que c'est donc ce sont des sacrément actions technique. réflexes, donc non Mm. pensées, néocorticalisées. Et donc nous avons vu précédemment que dans l'évolution du réflexe, il y a une partie, euh, on va dire, automatique. Et pour certains réflexes, cette partie automatique doit se mettre à un certain moment en sommeil et laisser la place à un mouvement contrôlé. Comme par exemple, j'avais pris, je pense, l'exemple du réflexe d'agrippement de la main. Hein, quand vous prenez la main d'un bébé, vous mettez votre doigt dans sa main, eh bien, il serre. Ouais, c'est clair. Et donc ça, c'est une action réflexe. Et de ça, il doit passer à la pince, à la motricité fine. Donc il va d'abord arriver à une pince grossière, entre guillemets, et puis va développer toute sa motricité fine. Mais la motricité fine n'est possible que, euh, que de façon néocorticalisée, c'est-à-dire volontaire, consciente. D'accord. On n'est plus dans la réaction, on n'est plus dans le réflexe à ce moment-là. Voilà. Donc ça, ce sont les trois systèmes qui interviennent dans l'arc réflexe. Et pour que cette action puisse se dérouler, on a besoin d'un élément important que sont les récepteurs, puisque c'est à partir des récepteurs que s'enclenche l'arc réflexe. Et donc là, il y a deux grands types de récepteurs. Il y a ce qu'on appelle les nocicepteurs, qui sont les récepteurs qui alertent de la douleur Mhm. et qui permettent de gérer l'effort. Comme par exemple, eh bien voilà, j'ai mon bras en hyperextension. Eh bien à un certain moment, il y a une douleur qui va apparaître et les nocicepteurs ben, vont alerter et mon cerveau et la moelle épinière vont dire attention, attention, danger de fracture, D'accord. danger de déchirure. Mhm. Et puis il y a ce qu'on appelle les mécanorécepteurs qui travaillent en jonction avec les nocicepteurs et les mécanorécepteurs qui, eux, renseignent le cerveau sur les pressions et les tensions exercées, Donc ça sur envoie, les ok, articulations. ça envoie l'information donc au cerveau. Mhm. Voilà. Donc ça permet par exemple de voir si j'ai mon corps en surcharge, là je soulève un poids trop élevé, les articulations vont être en surcharge, je risque d'avoir des lésions au niveau des cartilages, au niveau des ligaments, et donc les mécanocepteurs euh, vont, euh, vont vraiment envoyer aussi un message d'alerte en disant attention, attention, surcharge. D'accord. Euh, voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Au niveau, donc au niveau voilà, on va dire deux types de mécanorécepteurs au niveau des muscles. Il y a ce qu'on appelle les fuseaux neuromusculaires qui, eux, se trouvent je veux dire, entre les fibres musculaires et qui permettent de détecter la longueur des Des fibres fibres. musculaires, Mhm. ce qui permet d'éviter les déchirures musculaires. Et donc, quand ces mécanorécepteurs-là sont en alerte, il y a des réactions des réactions réflexes de sauvegarde des muscles qui se mettent en place. Et il y a un deuxième type de mécanorécepteurs au niveau des muscles. Ce sont ce qu'on appelle les organes tendineux de Golgi, qui, eux, donnent une information sur la tension exercée au niveau des tendons, D'accord. aussi très important. Donc le muscle vient s'attacher sur l'os grâce au tendon
Et donc, le tendon n'a pas la souplesse du muscle, même s'il a une très forte élasticité, il a un effet ressort, mais il a déjà une solidité qui pourrait être apparentée à la solidité de l'os, en fait. Et donc, il peut arriver que le tendon, eh bien, se déchire, mais en une fois. Mm. Souvent, ce n'est pas le cas, heureusement. Le tendon est lui-même composé de multiples fibres. Et donc, lorsque il y a des déchirures, souvent ce sont d'abord des micro-déchirures et ça donne ce qu'on appelle les tendinites. Euh, D'accord, oui, qui est ok. Mm. voilà, des inflammations qui se mettent qui apparaissent dues à ces micro-déchirures au niveau des fibres du tendon. Très fréquent chez les sportifs, surtout. Oui, oui, oui. Dû notamment à des défauts de posture, mais aussi à des non-respects des amplitudes qui sont possibles. Et donc, il est important d'éduquer le corps dans l'utilisation, lorsqu'on produit un effort, dans l'utilisation des antagonistes. Alors, Exemple, si je veux étendre le bras, mm, eh bien donc là, c'est essentiellement le triceps qui va agir, donc le muscle qui est situé à l'arrière à l'arrière à du l'arrière du bras. bras. Mm. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails là où ça s'attache, etc. Mais donc lorsque le bras s'étend, s'il n'y avait que le triceps qui agissait, mais je me casse le coude. À un certain moment, il faut qu'il y ait un ralentissement. Et donc, c'est le biceps qui va s'enclencher et qui va ralentir le mouvement du triceps, ce qui va mettre en sauvegarde le coude. D'où, lorsque je veux produire, par exemple, je sais pas, lancer un javelot, par exemple, je vais autant devoir stimuler mon triceps que mon biceps pour sauvegarder le coude, pour sauvegarder l'épaule. Il y a d'autres muscles, hein. Là, je prends juste Ouais, deux ouais. muscles antagonistes. Mm, Il y a beaucoup plus que ça qui intervient, parce qu'il y a les pectoraux, les dorsaux, mm. le Donc, trapèze donc et là, bien on fait d'autres appel muscles encore. aux muscles concernés, là, surtout. Mm. Voilà, voilà. Alors, je voulais vous parler, donc ça, c'est tout ce qui compose, sont les différents éléments qui permettent le mouvement, que ce soit un mouvement volontaire ou le mouvement réflexe. Euh, et donc, j'aurais voulu vous parler, en fait, un petit peu du cycle, comment dire, du cycle nocif, du cycle de désintégration des réflexes. Euh, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réflexes archaïques, à un certain moment, sauf ceux qu'on appelle les réflexes de vie, qui eux doivent être en permanence actifs, euh, mais au niveau des réflexes archaïques, la majorité doivent disparaître pour laisser des mouvements volontaires et conscients. Parfois, ces réflexes réapparaissent en situation de survie. Donc ça dure juste le moment de la situation, et tout de Ouais. suite après, ils doivent revenir au sommeil pour laisser de nouveau la place au mouvement volontaire et conscient. D'accord. Mais donc il y a des éléments perturbateurs qui parfois font que le réflexe reste enclenché, voire même inversé. Et donc là, on a trois grands thèmes qui peuvent désintégrer un réflexe. C'est le stress, que ce soit un stress physique, chimique, mais aussi un stress émotionnel. Mm. Il y a la mauvaise posture et il y a le trauma. Voilà, un accident de voiture, bon, il y a des réflexes qui vont s'enclencher, des tas de réflexes qui vont s'enclencher, notamment le réflexe de parade où on va tendre les bras. Ça va nous sauver la vie. Mais il arrive souvent qu'il y a un tel impact sur le corps que les réflexes restent enclenchés. D'accord. Mm. Et donc là, quand le réflexe est perturbé, il peut donc, comme je disais, être soit hyper réflexif ou hypo-réflexif. Et là, à ce moment-là, il ne jouera plus son rôle lorsqu'on en aura besoin. Ça peut être aussi un problème, ou inversé. Là, c'est un grave problème. Et aréflexif, comme je l'ai déjà dit, quand il n'y a plus de réflexe, c'est qu'on est mort. Donc là, le problème Oui. ne se pose plus. Oui, oui. Euh, Là, oui.
Voilà. On est dans l'inertie Alors, totale. la, Ok. la perturbation du réflexe va engendrer une restriction du mouvement. Et la restriction du mouvement va faire il va y avoir des compensations, des surtensions. Et donc, on va avoir deux choses qui vont apparaître. Il y a les inflammations musculaires, les inflammations qui vont se mettre au niveau des fascias. Donc, les fascias, ce sont des tissus qui enveloppent tous les muscles et qui, notamment, parce qu'il y a d'autres types, mais les fascias qui enveloppent les muscles, vont empêcher le bon glissement des muscles l'un sur l'autre. Et donc, il y a un état inflammatoire qui risque de s'installer. Et il y a ce qu'on appelle les trigger points, les points gâchettes, qui sont très connus des ostéopathes Mhm. et qui sont des, des points de tension qui s'installent au niveau des fascias et au niveau des muscles et qui ont de chaque côté comme une corde. Et ça, pour les gens qui ont l'habitude de masser, Ils savent parfois repérer. on Ouais. tombe sur des nœuds musculaires comme Ah, c'est ce ça, qu'on appelle les nœuds, d'accord, oui. Quand voilà, on... qui font très très mal. Et donc une des façons de travailler dessus, c'est soit les pressions ou les massages en profondeur, ou les pincements aussi, qui permettent en fait de provoquer une réaction réflexe, qui est la détente du muscle. Et souvent, il y a un lâcher aussi émotionnel, parce que souvent, quand ça lâche, eh bien, il y a une inspiration profonde qui apparaît, une détente qui s'installe au niveau du corps. Là, je te coupe parce que parce que la détente, elle peut être perceptible sur le moment, mais moi, récemment, donc, j'ai eu droit donc, à un massage donc, d'un kiné ostéo. Alors, autant ça a fait du bien sur le moment, autant le lendemain, crois-moi, même pendant 2-3 jours, j'ai pas mal morflé au niveau musculaire. Donc, est-ce que c'est normal, justement, que suite à des massages, on m'a dit que, justement qu'après un massage kiné, il fallait prendre une douche pour que ça détende, pour que l'eau détende, de l'eau agisse sur les muscles. Alors, est-ce que c'est un bon conseil oui, et aussi, est-ce que suite à ce massage, est-ce qu'il a été normal que mon corps réagisse le lendemain par des courbatures qui ont duré 2-3 jours? Ça peut Oui, arriver à parce d'autres que aussi. oui, parce que les tensions en fait font qu'il y a des défauts de posture et des restrictions dans le mouvement. D'accord. Et donc, par le massage, en fait, on remobilise les muscles, les fascias et tout, et autres, hein, la circulation sanguine, la lymphe, etc. Et donc, il y a une nouvelle oxygénation, et en fait, c'est comme si tu as fait du sport, en fait. Eh bien, oui, 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 Et c'est donc, il y a comparable à ça, aussi oui. une libération des toxines qui est emmagasinée, d'où l'importance après d'éviter le sucre, le gras, etc., de Ah, bien boire de aussi. l'eau, Aussi, d'accord. voilà. Et effectivement, il peut y avoir des courbatures. Maintenant, attention, quand on masse, il y a quand même un toucher spécifique. Il faut éviter les hématomes. Ouais. Parce que sur des parties sensibles, par exemple, lorsqu'on masse au niveau de la mâchoire, au niveau des yeux, etc., il faut être très délicat parce que ça peut engendrer, on peut avoir un œil au beurre noir, Ah, ok. juste parce qu'on a massé en fait. Et on a massé un peu trop fort et c'est très très sensible. Mais effectivement, on peut être courbaturé. Oui, oui. D'accord. Parce Entendu. que, comme je dis, c'est un peu comme le sport, il y a l'acide lactique qui se dégage, il y a des tas de toxines en fait Mhm. qui ont été retenus par les tensions. D'accord. Réponse. Voilà. C'est bon. Voilà. Et donc je disais donc trigger point et inflammation. Et donc ensuite, il peut y avoir des dysfonctionnements des schèmes moteurs avec mais voilà, donc les réflexes de vie qui sont inhibés, et ça c'est pas normal, par exemple des restrictions au niveau de la respiration. Donc on commence à avoir une mauvaise oxygénation parce qu'il y a des tensions au niveau du diaphragme, au niveau des muscles intercostaux, au niveau des extenseurs du thorax, au niveau du périnée, il y a plus d'appui. Et donc on peut avoir là des réflexes de vie qui deviennent presque inactifs. Et puis, il y a aussi les réflexes archaïques, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent ressurgir et qui viennent parasiter le mouvement normal des choses, quoi. Donc ça engendre des douleurs. Les douleurs
euh, lorsqu'on a des douleurs, on compense, on se contracte, on évite la douleur et donc on se met un peu plus en tension musculaire. Et cette tension musculaire engendre des pressions sur les nerfs. Mm. Ça engendre une diminution de la circulation sanguine. Et donc, on a à la fin des adhérences. Et donc, ces adhérences font qu'il y a de nouveau une restriction du mouvement. Et donc, un accroissement des tensions. Et donc, là, on est parti dans un cycle infernal et qui est très difficile à couper. Ben, pour Et donc, solutionner, ouais, parce que pour solutionner ça, bon, évidemment, certains passent par des anti-inflammatoires ultra puissants, mais l'anti-inflammatoire ne sert qu'à calmer ou atténuer, mais ne sert pas à résoudre le problème dans le fond, quoi. voilà. Et donc là, il s'agit de réintégrer les réflexes, Mm. mais à ce stade-là, ils ne sont plus réintégrables parce que les tensions sont trop fortes. Et donc, ce qu'on va d'abord faire, on va travailler, on appelle ça la myologie des réflexes, c'est-à-dire un travail, une rééducation sensorimotrice par une stimulation des muscles et des fascias. On va aller travailler sur les trigger points, on va travailler sur les origines et insertions des muscles en pression, étirement, ce qui va provoquer en fait une réaction réflexe qu'on a généralement au niveau du corps. C'est une réaction de détente. Cette réaction-là, on peut la voir notamment si vous contractez par exemple votre biceps de façon excessive pendant un très longtemps. À un certain moment, la contraction disparaît d'elle-même et s'installe une détente. Ouais. Et l'ordre que vous donnez à votre muscle ne se transmet plus. Et donc ça, c'est un mécanisme de sauvegarde pour éviter la déchirure, en fait. D'accord. Mm. Et en myologie des réflexes, on exploite ça. Lorsqu'il y a une tension qui est là permanente, il y a des points gâchettes qui sont très prononcés, eh bien, on va aller stimuler les muscles et les fascias de façon à provoquer cette détente. Et lorsque cette détente réapparaît, alors de nouveau on peut réintégrer les réflexes. Sont des mécanismes qui sont très connus aussi par les ostéopathes et certains masseurs. Euh, voilà, ça permet de réinstaurer et d'aller retravailler, par exemple, sur une vertèbre qui est déplacée. Mm. Nous ne travaillons pas là-dessus en IMP, mais les ostéopathes, avant d'aller vraiment faire uniquement du structurel, on va aller forcer la vertèbre à se replacer. Ils peuvent notamment aller solliciter les fascias qui correspondent à la zone de cette vertèbre pour aller détendre d'abord, pour aller recréer une ouverture, un espace, et puis seulement aller travailler sur le replacement de la vertèbre. Voilà, Ok. en gros le cycle du mouvement, le cycle du réflexe et comment ça se passe quand ce cycle est perturbé. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, Ok, ok, mais on a fait le tour un petit peu. on a fait le tour, oui, à peu près Voilà, donc de je ces peut-être juste capsules. je vais ajouter Oui, peut-être une petite chose. Juste au niveau des muscles, on peut les classer en deux grandes familles. Il y a plusieurs classements possibles, hein. Ça dépend un peu de la grille de lecture qu'on choisit, mais on pourrait dire d'un côté il y a les muscles qui ont un rôle on peut les classer en fonction du rôle qu'ils jouent dans le mouvement. Et donc il y a les muscles agonistes, antagonistes. Je vais juste les citer. On pourrait peut-être vas-y. développer dans une émission agonistes, antagonistes, synergistes, les neutraliseurs, stabiliseurs, les moteurs, les toniques, les phasiques. Et puis il y a la deuxième catégorie. On pourrait dire on peut classer les muscles en fonction de leur tendance à s'enraidir ou à se relâcher. Donc là ce sont les muscles plutôt toniques et les muscles plutôt phasiques. C'est intéressant à connaître parce que ça permet de choisir les exercices. Les muscles toniques sont plutôt des muscles à prédominance de fibres rouges qui ont des contractions lentes. Donc des muscles qu'on va plutôt travailler avec la posture. Et les muscles dits phasiques sont des muscles qui ont une prédominance en fibres blanches, qui
qui réagissent en contraction rapide, et donc on va plus trop travailler en mouvement. Voilà, mais ça on développera dans la suite. On développera dans la suite. Comme ça vous avez déjà entendu un petit peu les termes et on y reviendra. De toute façon, les émissions sont faites pour ça. Si on fait une sorte de suite logique, hein, n'hésitez pas à voir aussi les anciennes capsules si vous voulez comprendre d'autres termes. Donc, nous, on développera ça. Et puis, je pense qu'à l'avenir aussi, les conditions seront aussi meilleures au niveau vidéo, parce que là, je pense que c'est parfois un petit peu au ralenti. Ça peut arriver que vous regardez que parfois l'image est un peu saccadée, mais bon, l'important c'est que le son, c'est que ça puisse être compréhensible au niveau sonore. Mais ça, on verra ça. Je pense que Pierre, tu vas avoir des moyens techniques un peu plus corrects dans les prochaines semaines. Affirmatif. Affirmatif. Voilà. Voilà, donc restez on est parti donc pour cette année 2016 pour continuer ensemble avec Pierre. Et je te donne rendez-vous donc pour une prochaine capsule. On va déterminer ensemble de quoi on parlera. Et sur ce, on vous laisse tous et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec Pierre. À bientôt. À bientôt.